Le ciel vient de prendre feu, ce flash blanc sur l'horizon, cette lumière qui vient de peindre votre rue en ombre tranchante, ce n'est pas un transformateur qui lâche, c'est une détonation nucléaire. Et vous avez 30 secondes avant que l'onde de choc arrive pour vous rappeler que votre plan de survie se résumait à 2 boîtes de conserve et à l'espoir que ça n'arriverait jamais. Les guides officiels supposent que vous possédez un bunker en béton armé, avec 10 ans de ration lyophilisée. Vous n'avez pas ça. Vous avez une cave si vous avez de la chance, peut-être juste une salle de bain, peut-être vous êtes debout sur un parking de supermarché à regarder ce champignon en vous demandant pourquoi votre téléphone vient de mourir. Voici la réalité que personne ne vous dit. Les ultra-riches ont déjà évacué vers leurs abris privés. Les hauts fonctionnaires sont dans des installations durcies. L'armée suit ces protocoles. Vous avez votre intelligence, votre logement, et 15 minutes pour prendre les décisions qui détermineront si vous voyez le mois prochain. Pendant que vous lisez ceci, la sécurité civile française possède des protocoles PPI détaillés pour chacune des 18 centrales EDF du territoire. Mais ce que la préfecture distribue au public, c'est une brochure de 4 pages qui dit « Confinez-vous sans expliquer comment, combien de temps, avec quel équipement ». L'industrie des bunkers privés vend des abris à 200 000 € en jouant sur la panique. Pendant ce temps, la connaissance qui vous permet de survivre avec ce que vous avez déjà chez vous reste enfouie dans des documents techniques que personne ne traduit. La vérité que l'industrie de la peur ne veut pas que vous compreniez, c'est que la physique des retombées radioactives est massivement en votre faveur, si vous connaissez la règle des 7. Cette règle, validée par le Haut Conseil de la Santé publique et par les protocoles de l'Autorité de sûreté nucléaire, établit que 7 heures après la détonation, le débit de dose chute à 10% de son niveau initial. 49 heures après, il tombe à 1%. 2 semaines après, vous êtes à 1 millième de l'intensité de départ. Cela signifie que votre appartement, votre cave, même votre couloir intérieur, peuvent devenir un abri suffisant si vous savez ce que vous faites pendant les premières 48 heures critiques. Ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une formule magique. C'est le meilleur protocole scientifique disponible pour maximiser vos chances quand vous n'avez pas d'infrastructure spécialisée. C'est ce que la physique dicte, ce que la biologie exige, ce que les études post-Tchernobyl et post-Fukushima ont validé à coups de milliers de mesures de terrain. Bienvenue dans le protocole de survie nucléaire pour ceux qui n'ont pas de fonds fiduciaires. Restez concentrés, restez à l'intérieur, restez en vie. Bienvenue dans la recherche de survie. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur abonnement et activez la cloche. Ici, nous documentons ce que la sécurité civile ne détaille jamais dans ses brochures. Règle numéro 1. L'explosion se moque de vos plans. À l'instant où vous réalisez ce qui se passe, votre cerveau reptilien va faire 2 choses simultanément. Il va geler, comme un ordinateur qui traite une erreur impossible, et il va vous pousser à regarder directement cette lumière sur l'horizon. Ne faites pas ça. Ne regardez jamais le flash. Cette lumière va cuire votre rétine comme un œuf sur une plaque brûlante. La cécité par flash est instantanée, et selon la distance, elle peut être permanente. Fermez les yeux, protégez votre visage avec vos bras, jetez-vous au sol si vous êtes à l'extérieur. L'onde de choc arrive, elle voyage à plusieurs centaines de mètres par seconde. Vous avez une seule mission dans les 15 premières minutes, entrer dans une vraie structure, pas dans votre voiture. Les voitures sont des boîtes métalliques qui n'offrent 0 protection contre les radiations. Pas sous une tente, pas sous un arbre, à l'intérieur d'un vrai bâtiment, avec des murs plus épais que votre déni sur la géopolitique. Une cave. Vous venez de gagner à la loterie de la survie. Un rez-de-chaussée intérieur dans un immeuble en pierre, suffisant. Éloignez-vous des fenêtres immédiatement. Le verre va se transformer en milliers de projectiles supersoniques. Vous voulez de la masse entre vous et le monde extérieur. Meubles, béton, murs épais, livres, tout ce qui n'est pas de l'air. Si vous êtes dans un immeuble à plusieurs étages, descendez, ne montez pas. Les radiations diminuent avec la masse au-dessus de vous. Une cave avec de la terre au-dessus est la meilleure position possible. Chaque étage supplémentaire est exponentiellement pire. L'explosion n'est que le premier acte. Le vrai tueur, celui qui détermine qui vit et qui devient une statistique, c'est ce qui vient après. L'ennemi invisible, celui que vous ne pouvez ni voir, ni combattre, ni négocier. Bienvenue dans les retombées radioactives. Maintenant, voici ce qu'on vous cache. Il existe un système complet de protocoles que l'autorité de sûreté nucléaire a documenté, mais n'explique jamais en détail au public. Les préfectures distribuent des brochures génériques. Rien n'est traduit en instructions opérationnelles pour quelqu'un qui vit dans un appartement à Lyon ou une maison en périphérie de Nantes. Arrêtez tout et écoutez. Dans la recherche de survie, j'ai documenté 3 analyses que je ne peux pas condenser dans cette vidéo. 1. Le protocole complet de décontamination qui réduit votre contamination de 90% en moins de 3 minutes.
avec le timing exact et l'ordre des gestes que l'Institut de radioprotection utilise pour son personnel. 2. La cartographie précise de la décroissance radioactive heure par heure, basée sur la règle des 7, qui vous dit exactement quand vous pouvez sortir et quand sortir équivaut à une condamnation à mort. 3. Le plan d'évacuation stratégique selon votre zone géographique, incluant les vents dominants sur la France, les rayons de retombées attendus autour des 18 centrales EDF et les directions de sortie qui vous éloignent du panache, au lieu de vous y enfoncer. Plus les systèmes d'eau, de filtration d'air improvisé, de blindage domestique et la pharmacie complète d'urgence. Tout est dans la documentation complète de la recherche de survie. Un accès. Toute la documentation. Pour toujours. Le lien est dans la description. Maintenant, restez avec moi. Ce qui vient ensuite est la partie que personne ne vous dit. Les 48 premières heures. Votre appartement est maintenant un abri. Dehors, la boule de feu a vaporisé tout à l'épicentre. Tout transformé en plasma et en particules aspirées dans le champignon. Cette matière chargée d'isotopes retombe maintenant comme une neige faite de désintégration. Avant de vous enfoncer dans votre abri, décontaminez-vous. Retirez votre couche extérieure de vêtements, chaussures près de la porte, veste, chemise, pantalon, tout ce qui a touché l'air extérieur. Vous retirez jusqu'à 90% de la contamination juste en vous déshabillant et en laissant ces vêtements dans votre entrée. Les retombées, c'est de la poussière radioactive qui colle au tissu et à la peau. Retirez les particules, vous retirez la source. Essuyez-vous avec un linge humide, pas de douche. Ne gaspillez pas d'eau propre. Maintenant, scellez votre abri, trouvez la pièce avec le moins de murs extérieurs et sans fenêtre. Sous-sol idéal. Sinon, salle de bain intérieure, placard, couloir. La masse arrête les rayons gamma. L'air ne fait rien. Scotch large, bâche plastique, sacs poubelles épais, serviettes mouillées. C'est les portes et ventilation. Arrêtez VMC, climatisation, chauffage forcé. Allumez votre radio à pile. France Bleu, France Inter. Votre téléphone est mort, les antennes sont hors service. Le préfet a déclenché le plan Orsec. Votre mission est d'écouter et suivre. Si vous êtes encore là, vous en savez déjà plus sur la survie nucléaire que 99% de la population. Abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que la sécurité civile ne dit jamais en clair. Et souvenez-vous, la documentation complète avec les protocoles minute par minute est dans la description. Maintenant, revenez avec moi. Le prochain chapitre est le plus lourd. Vous restez sur place pendant 48 heures minimum. Le nuage de retombées largue sa charge radioactive la plus dangereuse maintenant, dans les premières heures après la détonation. Sortir pendant cette période revient à se gargariser à l'eau de Javel en fumant dans une usine chimique. Le débit de dose à l'extérieur est astronomique, insurmontable, létal en heures selon la proximité. Parlons maintenant de la chose qui veut vous tuer. Le rayonnement se moque de vos convictions politiques, de vos espoirs, des gens qui vous aiment. C'est juste la physique qui ionise les atomes, brise les liaisons moléculaires, arrache les électrons des noyaux, déchire votre ADN comme un destructeur de papier réglé sur chaos maximum. Si la dose est suffisamment élevée, les dommages submergent vos mécanismes cellulaires de réparation. Voici la bonne nouvelle. Les retombées perdent 90% de leur pouvoir mortel en 7 heures. Cette loi porte un nom scientifique précis, la règle des 7. Après 7 heures, le niveau de rayonnement chute à environ 10% de son intensité initiale. Après 49 heures, donc 2 jours, il est à 1%. Après 2 semaines, 1% de 1%. La courbe est abrupte. Le temps guérit cette blessure atome par atome. C'est pour cela que la règle de rester à l'intérieur pendant 2 semaines existe dans les protocoles officiels. Vous attendez que les isotopes radioactifs les plus dangereux se désintègrent en forme moins dangereuse. Mais voici la variable critique qui détermine tout. Votre distance à l'épicentre. Décomposons les zones. Zone 1, le cercle intérieur, 0 à 8 km. Si vous êtes dans cette zone, l'explosion vous a probablement tué. Mais disons que vous avez survécu. Dans une cave renforcée, un tunnel de métro, un parking souterrain. Votre bâtiment est compromis. Les niveaux de radiation dehors sont apocalyptiques, en dizaines de millisieverts par heure. Votre stratégie, trouvez la couverture la plus profonde immédiatement. Restez-y pendant les 6 à 12 premières heures pendant que le pire des retombées descend. Bougez maintenant, c'est mourir. Après ces heures critiques, évacuez si possible. Pas vers le cratère, pas sous le vent, perpendiculaire à la direction du vent, idéalement contre le vent. Votre objectif, atteindre la zone 2 ou la zone 3. La distance, c'est la survie. Zone 2, la ceinture de danger. 8 à 30 km. Vous avez senti l'explosion. Les fenêtres ont volé en éclats. Mais la structure tient. Les retombées sont votre menace principale. Contamination lourde, débit de dose en millisieverts par heure au début, diminuant avec le temps.
C'est survivable si vous vous abritez correctement. Si votre structure est stable, vous restez sur place pendant 10 à 14 jours minimum. Zone 3, les confins éloignés. 30 km et plus. L'explosion n'a pas rasé votre quartier. L'onde de choc était minimale. Votre menace est les retombées retardées, transportées par les vents dominants. En France, ces vents soufflent principalement d'ouest en est. Si une centrale du Bugey ou de Tricastin était touchée, le panache se déplacerait vers les Alpes. Si vous êtes dans le panache, vous êtes en danger. Si vous êtes hors du panache, vous êtes relativement sûr. Parlons maintenant du blindage. Construire des murs par désespoir. Le rayonnement gamma, le principal tueur des retombées, est un rayonnement électromagnétique. Des photons à haute énergie qui traversent l'air comme si l'air n'existait pas. Mais les matériaux denses ralentissent et absorbent les rayons gamma. Plus le matériau est dense, plus le blindage est efficace. Ça s'appelle l'atténuation. Le béton bloque environ 50% du rayonnement gamma par quelques centimètres d'épaisseur. Le plomb était meilleur, environ 90% par centimètre. Mais vous n'avez pas de plomb. L'acier aide, l'eau aide, la terre aide, les livres aident. La règle de la moitié est votre raccourci mental. Chaque fois que vous doublez l'épaisseur, vous réduisez la dose de moitié. Une couche, la moitié. 2 couches, le quart, 4 couches, un 16e. Les mathématiques sont exponentielles, ce qui fonctionne enfin en votre faveur. Commencez à construire votre nid immédiatement. Poussez votre canapé contre le mur extérieur, empilez des livres lourds, les dictionnaires, les encyclopédies. Déplacez votre réfrigérateur dans le couloir pour créer une barrière. Il pèse des centaines de kilos. C'est du blindage mobile. Si vous avez accès à l'extérieur en sécurité, remplissez des sacs poubelles avec de la terre ou du sable. Chaque sac représente 25 kg de blindage. L'eau peut doubler comme blindage. Des bidons de 5 litres fournissent protection et hydratation. Vous construisez un bunker improvisé avec des meubles Ikea, des livres et du désespoir. Ce n'est pas joli. Mais la physique fonctionne. Parlons de l'eau, la seule ressource que vous ne pouvez pas improviser. Vous pouvez survivre 3 semaines sans nourriture, 3 jours sans eau. Vous avez besoin d'environ 3 litres par personne par jour. 2 semaines, 42 litres par personne. Famille de 4, 168 litres. L'eau en bouteille est sûre si elle était scellée avant l'explosion. Votre chauffe-eau est un réservoir de 150 à 300 litres d'eau potable. Sachez comment la vider. Coupez l'électricité. Ouvrez la vanne de vidange dans des contenants propres. L'eau dans les réservoirs de chasse d'eau est utilisable si elle n'a pas été traitée chimiquement. Les sources ouvertes sont contaminées. Rivières, lacs, étangs. L'eau de pluie après l'explosion. Retombée liquide, vous buvez l'eau qui était dans le champignon. Mais voici l'astuce. La distillation. Faire bouillir ne retire pas les particules radioactives. Elles restent dans la casserole. Mais si vous collectez la vapeur et la condensez, vous séparez l'eau pure. Les isotopes lourds comme le césium ne s'évaporent qu'à 600 degrés. L'eau s'évapore à 100. Construisez un alambic sommaire. Casserole avec eau contaminée, source de chaleur, bol surélevé à l'intérieur, couvercle inversé avec un poids au centre. La vapeur monte, se condense, goutte dans le bol. Vous venez de fabriquer de l'eau propre avec la chimie du lycée. La radioactivité dans l'eau condensée est négligeable. Vous avez réduit votre absorption de 90%. Maintenant, le compteur Geiger, votre seul ami honnête dans l'apocalypse. Le rayonnement est invisible, incolore, inodore, insipide, silencieux. Le temps que vous ressentiez un syndrome d'irradiation, les dommages sont faits. Un compteur Geiger mesure le rayonnement en temps réel. Plus les clics sont rapides, plus la dose est élevée. Le chiffre critique, environ 10 microsieverts par heure à votre point de sortie. En dessous, les sorties brèves deviennent possibles. 20 minutes restent sous les seuils de danger aigu. Au-dessus de 50 microsieverts par heure, confinement strict. Au-dessus de 1000 microsieverts par heure, territoire létal. Les minutes comptent. Pas de compteur Geiger, vous volez à l'aveugle. Vous jouez à la roulette russe avec des balles invisibles. Les retombées ne se distribuent pas uniformément. Votre quartier peut être sûr tandis que le voisin est létal. C'est le seul équipement que vous ne pouvez pas improviser. La caméra de votre téléphone ne détecte pas le rayonnement ionisant malgré les mythes d'Internet. Les compteurs Geiger grand public en France coûtent entre 100 et 300 euros. Des modèles comme le Radex RD 1706 fonctionnent pour la détection domestique. Parlons maintenant des comprimés d'iode stables. L'iodure de potassium protège votre thyroïde de l'iode radioactif. Mais seulement s'il est pris avant ou immédiatement après l'exposition. Idéalement dans les heures qui suivent. Après, c'est inutile. L'iode radioactif a déjà été absorbé. En France, la distribution était gérée par les préfectures dans un rayon de 20 km autour des 18 centrales EDF.
Si vous habitez en dehors de cette zone, vous n'avez pas accès par défaut. La pharmacie centrale des armées produit le stock national. La distribution publique est déclenchée par ordre préfectoral. Si vous avez des comprimés, prenez-les selon les instructions. 130 mg pour les adultes, 65 pour les enfants. Ça sature votre thyroïde en iode sûr. L'iode radioactif ne peut plus se fixer. Ça ne fait rien pour les autres isotopes. Ce n'est pas un bouclier magique. C'est une protection ciblée pour un organe contre un isotope spécifique. Les réalités médicales. Premier secours quand la civilisation est hors ligne. La médecine moderne est un miracle. Antibiotiques, chirurgie, imagerie, salle d'urgence, pharmacie, ambulance, tout disparu, hors ligne, indisponible. Votre trousse de premier secours est votre système de santé tout entier. Il n'y a pas de 15, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de SOS médecin. Traitez chaque blessure agressivement, nettoyez soigneusement. Antiseptique, pommade antibiotique. Bandage propre, changez les pansements quotidiennement, surveillez les signes d'infection, rougeur, gonflement, chaleur, puce, stries rouges. L'infection dans un environnement post-catastrophe est une condamnation à mort sans antibiotiques. La nourriture, mangez dans un territoire radioactif. Votre stock détermine combien de temps vous pouvez vous abriter sans risquer l'exposition dehors. La nourriture scellée est sûre, complètement sûre. Conserve, produits en boîte, emballage sous vide, tout ce qui était scellé avant que les bombes tombent. Le rayonnement ne pénètre pas significativement les matériaux d'emballage. La nourriture à l'intérieur est intacte. Essuyez l'extérieur du contenant avant d'ouvrir. La nourriture fraîche exposée aux retombées est contaminée. Les fruits du jardin qui poussaient pendant l'explosion sont radioactifs. Le bétail qui était dehors, des éponges à radiation ambulantes, ne les mangez pas. Vous vivez sur vos conserves. Haricots, riz, pâtes, beurre de cacahuètes, biscuits, céréales. Le régime alimentaire des preppers et des introvertis paranoïaques. Rationnez avec soin. L'humain sédentaire moyen a besoin d'environ 1500 à 2000 calories par jour. Vous pouvez survivre avec moins pendant des semaines. La faim est temporaire. La famine est permanente. 2 semaines sur ration minimale, c'est faisable. Inconfortable, mais faisable. Les longues semaines. Survivre au désert psychologique. La survie physique est un défi. La survie psychologique en est un autre, tout aussi important. Vous êtes enfermé dans un petit espace avec des provisions limitées, sans divertissement, sans communication, sauf les émissions radio. Votre cerveau n'a pas été conçu pour ce scénario. La structure aide. Créez une routine même arbitraire. Réveillez-vous à la même heure, mangez à des heures fixes, attribuez des tâches, rationnez l'espoir, restez dans le présent. Concentrez-vous sur le prochain repas, la prochaine vérification des provisions, le prochain cycle de sommeil. Si vous êtes avec d'autres personnes, parlez, partagez, évitez le blâme et le conflit. Vous êtes tous stressés, tous effrayés. Se battre consomme des ressources émotionnelles que tout le monde doit conserver. Si vous êtes seul, parlez à vous-même à voix haute. Ça semble étrange, mais ça maintient le traitement du langage et fournit la stimulation auditive dont votre cerveau a besoin. Le kit essentiel, ce que vous devriez avoir assemblé hier. Compteur Geiger ou dosimètre, 100 à 300 €. Eau, 3 litres par personne par jour pour 2 semaines. Nourriture non périssable, 2 semaines. Conserve, riz, pâtes, beurre de cacahuète, fruits secs. Radio à pile ou à manivelle, scotch large, bâche plastique, sac poubelle épais, masque FFP2 ou FFP3 pour la poussière contaminée. Trousse de premier secours complète. Antibiotiques topiques, médicaments sur ordonnance, lampe LED, pile de rechange, allumettes dans un contenant étanche, coût total 300 à 500 €, selon la taille de la famille. C'est moins que ce que la plupart des gens dépensent en divertissement en un mois. La vérité finale ? Ce n'est pas une fin hollywoodienne, pas de musique triomphale, pas de garantie que suivre ces étapes signifie que vous survivez. Mais la survie est possible. Pas garantie, pas facile, pas agréable, mais possible. La physique fonctionne en votre faveur si vous la comprenez. La décroissance se produit que vous paniquiez ou restiez calme. Le blindage réduit la dose que vous soyez optimiste ou pessimiste. La connaissance est votre plus grande arme. Pas un fusil, pas un bunker. La connaissance. Comprendre que le temps, la distance et le blindage sont votre trinité de protection. Comprendre que 2 semaines de patience peuvent sauver votre vie. La survie commence par un choix que vous faites maintenant, avant que quoi que ce soit ne se produise. Préparez-vous, ou espérez que ça n'arrive jamais. Apprenez la science, ou comptez sur la chance. Les bombes se moquent de votre choix. Votre choix détermine vos chances quand l'impensable devient réel. Vous n'avez pas besoin d'une fortune. Vous n'avez pas besoin d'accès spécial. Vous avez besoin de 500 €, d'un week-end libre
et de la volonté de prendre la préparation au sérieux. Le gouvernement a des plans, l'armée a des protocoles, les riches ont des bunkers. Vous avez ces informations. Utilisez-les ou ignorez-les. C'est sur vous. Restez à l'intérieur pendant 48 heures minimum. Scellez votre abri. Maximisez le blindage. Rationnez les provisions. Attendez la décroissance. Suivez les instructions officielles. Utilisez votre compteur Geiger. Faites des calculs de risque intelligents. C'est le plan. Simple, pas facile, mais clair. La préparation n'est pas une paranoïa. C'est une assurance. Comme votre assurance incendie. Vous espérez ne jamais l'utiliser, mais vous l'avez. Dites-moi dans les commentaires. Quel est le premier élément que vous ajoutez à votre kit après cette vidéo? Le compteur Geiger, les pastilles d'iode, le scotch large et les bâches, les rations scellées, les bidons d'eau, la radio à pile? Ou vous commencez par les 5 à la fois parce que vous avez compris que chaque élément couvre une faille distincte de votre survie? Ou êtes-vous encore convaincu que ça n'arrivera jamais et que tout ceci n'est qu'un fantasme? La centrale de Bugey est à 60 km de Lyon, la centrale du Tricastin est à 40 km d'Avignon. La centrale de Gravelines est à 20 km de Dunkerque. Un tiers de la population française vit dans un rayon de 30 km d'un réacteur actif. Voyons qui est vraiment prêt, et qui espère juste que l'espoir est une stratégie. Parce que quand le flash arrive, l'espoir n'arrête pas les rayons gamma. Seule la masse les arrête. Seule la connaissance vous dit où trouver cette masse. Seule la préparation met les bons outils dans vos mains au bon moment. Partagez cette vidéo avec la personne qui vous répond systématiquement que vous êtes paranoïaque. C'est cette personne qui frappera à votre porte à 3 heures du matin en pleurant. Abonnez-vous à la recherche de survie. Activez la cloche. La prochaine analyse documente les protocoles de filtration d'air improvisés que les préfectures n'expliquent jamais publiquement. Soyez intelligents, soyez prêts, soyez la personne qui survit pour reconstruire, pas la personne qui devient une statistique. Parce qu'il y aura un après. Les études post-Tchernobyl et post-Fukushima sont formelles sur ce point. Les zones contaminées redeviennent habitables. Les populations reconstruisent. Les enfants grandissent. La question n'est pas de savoir s'il y aura des survivants. La question est de savoir si vous serez parmi eux ou si votre nom figurera sur une liste publiée par la préfecture 3 mois plus tard. Quand ce flash illumine l'horizon, ne le regardez pas. Fermez les yeux. Jetez-vous au sol. Entrez à l'intérieur. Votre vie commence par cette première décision correcte. Faites-la compter.